Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la valorisation et la protection des milieux en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Dans ce tutoriel, qui est fait pour les secondes, on va étudier comment on cherche à la fois à mettre en valeur. Mettre en valeur, ça veut dire valoriser, à savoir essayer d'utiliser les ressources d'un milieu pour les besoins humains et ses activités économiques. Pourquoi on essaye de valoriser un milieu et donc de le protéger. Protéger un milieu, ça veut dire essayer de maintenir l'équilibre de son état. Mais un milieu, c'est quoi? Un milieu, c'est tout simplement les caractéristiques physiques, à savoir le climat, la géologie ou le relief d'un endroit, mais également ses caractéristiques biophysiques, à savoir sa faune et sa flore. En France, on a différents types de milieux. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons les milieux montagnards. Alors là, on est dans notre région, avec l'aiguille du Midi et la mer de glace. Donc, climat extrêmement froid l'hiver, un peu plus chaud l'été, présence de glace, absence de végétation, une faune particulière, avec donc des chamois, des bouquetins. Voilà, donc ça c'est un milieu montagnard. Il y a d'autres milieux, ici on a par exemple un milieu équatorial, en Polynésie française, avec Tahiti. Les milieux peuvent être valorisés. Comme on le voit avec l'aiguille du Midi, il est valorisé pour le tourisme, mais pour le valoriser, il faut forcément faire des aménagements. On le voit ici avec le téléphérique. À Tahiti, on voit que c'est valorisé pour le tourisme également. Donc les valorisations sont multiples. On peut valoriser un milieu pour différentes choses. C'est ce qu'on verra dans ce tutoriel. Tout d'abord, nous allons présenter la caractéristique des grands milieux français. Donc ici, j'ai fait faire à mes élèves une carte qui résume les grands milieux français. Cette carte, vous devez la connaître. Normalement, ce sont les acquis du collège. Vous devez connaître les grands massifs de montagnes français, à savoir les Alpes, les Pyrénées pour la haute montagne et le massif central, le Jura et les Vosges pour la moyenne montagne, les espaces de grande plaine, le bassin parisien, le bassin aquitain, la plaine d'Alsace et la vallée du Rhône, et enfin les grands fleuves français pour connaître le réseau hydrographique de la France, donc la Garonne, le Rhône, la Loire et la Seine. Vous devez savoir les localiser. Également, vous devez savoir les grands climats français qui participent également à la constitution du milieu. Donc dans les Outre-mer, on a des climats équatoriaux pour la Guyane et des climats tropicaux pour les autres îles des Outre-mer. Sinon, pour la France métropolitaine, on a un climat océanique au nord-ouest et pour le reste semi-continental ou montagnard dans l'est de la France et sur les Pyrénées. Bien sûr, sur la façade méditerranéenne, nous avons un climat méditerranéen qui produit un milieu extrêmement particulier, à savoir un milieu des végétaux qui résistent à de grandes sécheresses et de très fortes températures. Voilà pour les milieux en France, et donc on va voir maintenant comment on les valorise et comment on les protège. Premièrement, la valorisation du milieu. Alors, on va se demander, dans ce premier point, comment on valorise les milieux. Alors, on peut valoriser les milieux en les exploitant. C'est le premier point. Donc, en exploitant les ressources du milieu. Alors, ce qui est en général perçu, c'est tout simplement l'exploitation pour les ressources minières. Donc, par exemple, le nickel, l'or, le pétrole, le gaz. Donc, en Guyane, il y a de l'or, par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie, du nickel. Mais on peut exploiter également son milieu pour ses ressources naturelles, tout simplement la pente, l'eau, le soleil. Et donc, par exemple, cela peut permettre la production d'hydroélectricité pour la pente et l'eau. Mais également, tout simplement, pour l'agriculture, on peut valoriser le milieu en l'exploitant. Donc, la valorisation agricole du milieu est bien connue. On essaye de valoriser les potentialités d'un milieu. Donc, l'open field du bassin parisien profite des grandes plaines planes du bassin parisien dans sa large définition, ou alors les coteaux ensoleillés de la vallée du Rhône, pentus et avec des sols pauvres, c'est valorisé pour le vin, et également la production d'alpage avec les herbes de haute montagne qui sont valorisées pour la production laitière ou le fromage. Donc il y a des valorisations pour l'exploitation agricole également. Enfin, on peut valoriser le milieu marin, tout simplement par l'exploitation des ressources halieutiques, à savoir les poissons, ou alors de énergie offshore, donc le pétrole, mais ces valorisations d'exploitation sont critiquées dans leur ensemble
par les mouvements écologistes en général, parce que cela conduit à ne pas protéger le milieu si on exploite trop les ressources du milieu, dans tous les cas que j'ai énoncés. Et en France, on a tendance aujourd'hui à voir d'un mauvais œil cette exploitation brute du milieu, notamment dans le cadre des ressources minières et du milieu agricole de manière intensive. Par exemple, comme exemple d'exploitation du milieu pour ces ressources minières, on peut prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. En effet, la Nouvelle-Calédonie voit l'exploitation du nickel s'intensifier du fait de l'importance de ces ressources, notamment dans le cadre du développement des batteries et de l'importance des alliages liés au ferro-nickel notamment. Les montagnes de Nouvelle-Calédonie contiennent du nickel et donc de grandes carrières à ciel ouvert consistent en décapant les montagnes et on crée des voies routières ou alors ferrées ou alors des téléphériques depuis les montagnes de Nouvelle-Calédonie vers des ports, comme on le voit sur cette carte topographique, et on exploite dans des usines à proximité de la mer ce nickel que l'on extrait du minerai et que l'on envoie vers la Chine pour qu'il soit transformé. C'est l'or noir du Donyambo. Donc il y a 3 grandes usines de nickel en Nouvelle-Calédonie et cela entraîne une exploitation directe des ressources. Donc depuis 2009, cependant, le code minier impose la revégétalisation des anciennes mines, ce qui montre la tension qu'il y a, notamment avec les écologistes, sur l'exploitation de cette ressource. Ensuite, la deuxième manière qu'on a de valoriser une ressource, c'est qu'il faut aménager pour valoriser les ressources. Donc, aménager déjà pour les infrastructures de transport, mais également pour les infrastructures touristiques, pour l'accès. En effet, un milieu, s'il n'est pas accessible, s'il n'est pas aménagé, on ne peut pas l'utiliser. Alors, les ports, les littoraux sont aménagés avec les zones industrielles ou portuaires. On a la zone industrielle ou portuaire du Havre ici. Donc, on va creuser des darses, on va rendre le port accessible, on va rendre possible la possibilité qu'un bateau accoste et son déchargement, mais également on va aménager les reliefs pour les transports. En effet, en montagne, la circulation est extrêmement difficile. Donc ici, vous avez le viaduc des Zébras à côté de chez moi. Ici, on voit également un aménagement important pour valoriser le milieu, qui est une conduite forcée qui descend jusqu'à l'usine de Carbone Savoie pour produire de l'électricité ici en bas. Également, on a la valorisation importante pour les tourismes avec la viabilisation des littoraux. Et un des excellents exemples de ces aménagements, c'est la mission Racine, qui en 1967, menée par le général de Gaulle, conduit à l'aménagement du Languedoc-Roussillon et la construction de la Grande Motte. En effet, le cordon littoral que vous voyez ici a été entièrement viabilisé avec la destruction des marécages et la démoustication de l'étang que vous voyez à l'arrière-plan. Inversement, à l'avant-plan, nous avons construit d'énormes digues et bien sûr des bâtiments avec une autoroute qui passe le long de ce cordon littoral pour rendre accessible. Bref, vous voyez que de moultes aménagements ont rendu cet espace touristique alors qu'il était invivable auparavant, avant, et donc que c'est l'aménagement qui permet la valorisation du milieu. Donc voilà, la valorisation du milieu, c'est son exploitation, mais également des aménagements pour permettre cette exploitation. Maintenant, dans un second temps, on va passer à la protection du milieu. Alors, protéger le milieu est une volonté qui se développe. En effet, avec l'augmentation de l'urbanisation et le fait qu'une majorité de la population soit urbaine, la nature devient de plus en plus idéalisée et les milieux naturels et leur exploitation sont de plus en plus mal vus. C'est le développement des mouvements écologistes qui deviennent relativement puissants. Aussi, de fortes oppositions se développent face à des aménagements qui sont menés ou face tout simplement à l'exploitation des milieux et à leur modification. La protection de l'environnement est devenue donc très importante et fait l'objet de conflits avec la valorisation, ce que nous verrons dans le dernier point. Mais la protection, cela consiste en quoi ? Tout simplement, depuis les années 60, cela consiste en tout d'abord une volonté de conservation du milieu, et on parle d'une certaine forme de conservationnisme. Il s'agit de limiter, de contrôler les aménagements humains dans certains milieux, et parfois même de les stopper totalement. Alors, l'État a mis en place un certain nombre de politiques, la politique des parcs naturels nationaux, qui ont été créés avec la loi de programmation de 1960, et le premier parc, qui sont les parcs de Port-Cros, et les parcs de la Vanoise et des Écrins en 1963 en sont des exemples. Dans les parcs naturels nationaux de montagne, qui existent aujourd'hui, il n'y en a que 5, la Vanoise, le Mercantour, les Écrins et les Cévennes. Ces 4 parcs nationaux ont un cœur de parc dans lequel il est totalement interdit de construire, il n'y a pas de construction possible. Autour de la zone cœur, il y a un certain nombre de zones dans lesquelles l'aménagement est concerté, voire limité. L'idée, c'est de conserver le parc en l'état, et ça, c'est un peu le modèle américain de conservation. En plus de cet ensemble qui sont les parcs nationaux, il y a la loi montagne et la loi littorale qui entraînent des mesures de conservation générale
La loi littorale qui vise à protéger, comme son nom l'indique, le littoral, et notamment à le rendre accessible, et donc à limiter les constructions à proximité directe de la mer. Ces deux lois ont été votées dans les années 80 et entraînent des protections spécifiques. La loi montagne, c'est 85. Ensuite, il y a une volonté d'aménager avec la logique du développement durable, et donc de préserver le milieu tout en ayant une valorisation économique. Et donc, notamment dans le cadre d'un développement touristique. C'est le cadre de la politique des parcs naturels régionaux. Donc là, c'est les collectivités locales qui décident de constituer entre elles, donc les communes et les régions et les départements qui décident de constituer entre elles un parc naturel régional. Donc c'est une institution concertée qui va permettre de faire des projets d'aménagement ou des projets de protection dans un espace donné autour d'une identité locale et d'un massif de montagne, par exemple, ou d'un ensemble, d'un milieu naturel spécifique. Donc là, vraiment, on est dans la valorisation du milieu et sa protection en même temps. On a pris, par exemple, à côté de chez nous, dans le parc naturel des Bauges, auquel est associé d'ailleurs un géoparc. Et donc, il y a un ensemble, par exemple, d'aménagements touristiques qui sont mis en place pour visiter le géoparc des Bauges, avec des indications qui sont mises, par exemple, devant les grottes, devant les particularités géologiques, mais également une valorisation du patrimoine avec la mise en avant de la Tombe des Bauges, par exemple, ou la création d'écomusées qui vont participer à la mettre en avant les spécificités de ce territoire. Et donc là, on est à la fois dans la protection du patrimoine et de l'environnement, mais également dans la valorisation de ce patrimoine et de cet environnement. Et donc, on essaye de concilier les deux. Bon, cependant, des fois, ça ne marche pas. Hein. Par exemple, le marais Poitevin a été délabellisé en 1990 parce que les acteurs locaux ne souhaitaient plus certaines mesures de protection qui les embêtaient. On voit d'ailleurs en Haute-Savoie qu'il y a très peu de parcs naturels régionaux, il n'y en a même aucun quasiment, alors que dans le département comme l'Isère, il y en a beaucoup, du fait de l'importance de l'aménagement des stations de ski qui peut se voir limité dans leur développement et qui ne se placent pas dans cette logique-là. Donc le succès est relatif selon les régions. Voilà pour ces deux types de protection. Enfin, il y a la protection du milieu, tout simplement par rapport aux risques. En effet, des politiques publiques dans des plans de prévention des risques, les plans de prévention des risques, les PPR, sont mis en place notamment pour protéger les forêts des incendies, avec des coupe-feux également. Donc l'État met en place un certain nombre de politiques pour protéger les milieux naturels. Alors maintenant, pour finir, on voit que sur un certain nombre de points, il est difficile, voire impossible de faire coïncider la protection et la valorisation du milieu et qu'il y a un conflit entre les deux. Si on prend par exemple l'exemple du loup ou de l'ours, c'est un excellent exemple. En effet, les protecteurs du milieu, même si c'est un peu artificiel parce que le loup et l'ours ont été réintroduits de manière naturelle pour le loup, qu'ils aient été un peu aidés par des associations comme Ferus, mais de manière naturelle comme de manière totalement artificielle pour l'ours, puisque des ours slovènes qui ont été remis dans les Pyrénées. Ces deux grands prédateurs ont été réintroduits, mais on veut protéger le milieu, notamment la faune de montagnarde, en réintroduisant le loup et l'ours. Et là, on réintroduit une chaîne alimentaire animale uniquement, puisque le prédateur maximal n'est plus l'homme, mais c'est bien le loup ou l'ours. Donc, on veut réintroduire et protéger ce milieu. Mais cependant, cela va contre une des valorisations principales du milieu qui est faite dans ces espaces de montagne, à savoir le pastoralisme et l'élevage des moutons. Et il y a un conflit entre ceux qui veulent valoriser le milieu, les agriculteurs de montagne, et les écologistes qui veulent privilégier la protection du milieu, principalement faunistique. Et le conflit est violent, car les acteurs s'opposent et les arguments s'opposent. Pour la protection du milieu, on insiste sur l'importance du loup dans l'équilibre et la chaîne alimentaire, mais également, donc il y a tout un tas de conventions de droit qui permettent au loup d'exister, notamment la convention de Berne. Mais également, on insiste sur le fait que cette valorisation peut permettre du tourisme avec, par exemple, les parcs à loups du Mercantour ou les affûts d'ours dans les Pyrénées. À l'opposé, la valorisation du milieu pour les brebis et les moutons et le pastoralisme est ancienne et les éleveurs souhaitent continuer à valoriser économiquement ces montagnes. Il y a aussi un aspect paysager puisque les alpages sont entretenus par ces animaux et que dans les montagnes, le débat fait rage entre protecteurs des loups et des ours et défenseurs des moutons et des bergers. Voilà, donc ce débat est beaucoup plus vaste. Avec mes élèves, on l'a vu spécifiquement. Je suppose qu'avec votre prof, vous avez vu un autre débat, mais c'est bien de connaître un débat entre valorisation et protection.
Voilà, donc si le loup et l'ours vous intéressent, vous pouvez aller voir dans vos livres, il y a sûrement des choses là-dessus. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc protection, valorisation du milieu, c'est compliqué. Vous devez savoir ce que veulent dire l'un et l'autre et les débats qui y sont liés. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour un nouveau tuto.